Ingmar Bergman est un des grands maîtres du XXe siècle, je crois. Et pas seulement comme metteur en scène, mais aussi comme auteur. En tant que cinéphile, ces films ont beaucoup compté pour moi. J'ai dû découvrir le film Persona vers mes 15 ans. Et Liv Ullmann est une figure très importante de mon adolescence. Je mettais des cols roulés noirs, des bandeaux noirs dans les cheveux, comme elle dans Persona. Quand j'ai lu, après la répétition, c'était un film pas très connu. Mais quand j'ai lu le texte, c'était pour moi un texte fabuleux sur le théâtre. C'est une jeune femme actrice au début de sa carrière et c'est la relation qu'elle va tisser avec déjà son métier et ce metteur en scène. Et sa mère qui était aussi actrice. Ma mère était souveraine, mais moi, j'étais pas dupe. Une fois, je lui ai même dit « Arrête cette comédie, maman. Avec moi, ça ne prend pas. » C'est effectivement une actrice qui a sûrement été une grande actrice, qui avec l'âge et ses névroses et son alcoolisme a perdu de sa superbe et qui en fait se sent humiliée et anéantie. Je pourris morceau par morceau. Déjà à 20 ans, quand je jouais Margareta, tu te souviens de la dernière scène? À cet instant déjà, je savais comment ça finirait. La pourriture, elle était déjà là. C'est vrai. Ce qui est très beau chez Vogler, c'est que on sent que c'est un metteur en scène qui voudrait que l'endroit clos du théâtre soit un endroit préservé, pas trop détruit par le monde extérieur. Mes préférés, ce sont mes paravents de répétition. Ils me rappellent mon enfance. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Table, chaise, paravent, scène, lumière de service. Pour lui, le théâtre donne sens aussi à sa vie. Il considère presque ses mises en scène comme son autobiographie. Ça parle de lui-même. Pour lui, c'est très personnel. Et dans Persona, c'est l'autre chose, parce que dans Persona, on rencontre une femme. Une jeune femme aussi, infirmière, qui va être choisie pour s'occuper d'une actrice qui a cessé de parler au milieu d'une représentation. Et elle va s'occuper d'elle et à travers cette relation, elle va se découvrir elle-même face à cette femme qui ne parle pas. On ne sait pas pourquoi elle a arrêté, on ne sait rien. C'est une femme qui, comme on dit, qui dévisse et qui finalement fait à travers la pièce une forme de psychanalyse pour résoudre ses traumatismes. Le vertige et le désir constant d'être démasqué, seulement pour être révélé, transformé, peut-être enfin détruite. Ça, c'est plutôt une femme qui est plus rationnelle que les autres, mais on découvre qu'il y a quelque chose qu'elle a vécu elle-même. Elle reconnaît dans le comportement du rôle d'Emmanuel quelque chose de soi-même. Et ça, c'est très humain, c'est très beau. Peut-être ce personnage du médecin qui est assez discret a vécu la même chose que l'aventure intérieure qu'est en train de vivre Elisabeth Vogler, l'actrice. Pour moi, c'est vraiment un diptyque. Il y a deux pièces. Les deux n'étaient pas conçus pour être ensemble, pour faire un couple. Dans la première pièce, qui est une pièce, Ivo Vanov dit que c'est une pièce d'acteur, c'est beaucoup de dialogues, des engueulades, c'est très réaliste, naturaliste. La deuxième pièce, Persona, bon, le rôle principal ne dit rien, il est silencieux. J'avais jamais fait ça, mais c'était quand même un fantasme, je pense, comme pour beaucoup d'acteurs, de jouer un rôle muet. C'est une expérience vraiment nouvelle, donc amusante, ça c'est le plus important. Ça m'amuse. Entre les mots, le silence parle. Ça se rapproche de ma première passion qui était la danse, parce que finalement il faut parler sans parler, donc mon seul instrument c'est le corps. Et Emmanuel Berco fait ça fabuleusement, de parler sans dire quelque chose. C'est aussi une pièce qui est beaucoup plus performative, esthétique. C'est une langue très différente, très abstraite, très pure et plutôt inspirée par l'art visuel. Donc je dirais qu'il y a une espèce de mouvement inverse, un peu effet miroir. Après, les deux pièces ont énormément de points communs. On bascule dans un tout autre univers pour Persona. Mais moi, du point de vue des personnages que j'interprète, on pourrait très bien penser que c'est l'actrice, après la répétition, qui rentre à l'hôpital psychiatrique. J'ai le sentiment que c'est une continuité de la déchéance de cette femme et qui va
à travers Persona, finalement, faire face à son traumatisme et finir par aller mieux. Ça donne deux perspectives, deux vues, on peut dire, point de vue sur le sens, l'importance que le théâtre, on peut dire aussi l'art, a dans notre vie. J'ai toujours eu un rapport au théâtre aussi très ambigu. C'est-à-dire pour moi, les frontières entre la réalité et la fiction ont toujours été extrêmement poreuses. Est-ce que la fiction, ça existe vraiment? Est-ce que la réalité, ça existe vraiment? Quelle importance, si ce n'est qu'un rêve dans lequel je mets en scène des pièces avec des acteurs où s'ils vivent leur vraie vie ailleurs, des vies qui m'échappent, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, le problème de la réalité de la fiction, je pense qu'il se pose à tout créateur dans le sens où moi, il n'y a rien que je vois dans la vie réelle que je ne transforme pas immédiatement dans ma tête en potentielle fiction. Donc la frontière, en fait, je ne la connais pas. Et c'est vrai que le spectacle essaye aussi de l'expliquer, comment dire, de l'approcher, cette frontière. Mais je ne crois pas que ce soit des pièces sur le théâtre. Ce n'est pas du métathéâtre. Je m'en fous du théâtre pour le théâtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le théâtre parle du monde, au fond. Et c'est ce qui se passe, il me semble, avec cette pièce. Ce n'est pas quelque chose qui parle du théâtre, j'ai l'impression que ça parle vraiment de la relation entre humains, des relations de pouvoir, de domination, du désir. Ça parle des êtres humains comme ils vraiment sont, je crois. Et le montrer comme ils sont ambigus, ambivalents, qu'ils sont affreux, qu'ils sont parfois très doux, très sincères, mais aussi ils font des mensonges de temps en temps. Oui, d'accord. Je suis comme ça, très humble. Et alors, je connaissais déjà, bien sûr, Charles Berling, parce que j'ai fait Vue du Pont avec lui au Théâtre de l'Odéon. C'était une expérience fabuleuse avec lui. Ce rôle me touche beaucoup. Je connaissais Ivo parce qu'on avait fait Vue du Pont et j'aime beaucoup son travail. Alors quand Éric Barth m'a demandé de faire ce spectacle ici, j'ai immédiatement dit « Charles, s'il vous plaît ». Il a accepté. Emmanuelle Berco, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert une femme très douée, mais aussi une femme qui se sent très à l'aise dans le théâtre. Elle prend des risques, elle n'a pas peur. Bien sûr, Justine Basselet, j'ai fait avec elle la Ménagerie de Verre. Pour moi, il a une lecture des textes que je trouve toujours assez belle et à la fois très simple et directe. C'était aussi une collaboration dans la ménagerie qui était fabuleuse et que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai immédiatement aussi demandé à Éric Barth qu'elle voulait faire ce spectacle aussi, elle fait. Et alors Elisabeth, bien sûr, que je ne connaissais pas du tout. Je ne l'ai pas rencontrée avant que je suis arrivée ici. C'est un cadeau du ciel, ce n'était pas du tout prévu. C'est Emmanuelle Berco, avec qui j'ai tourné il y a quelques années, qui a donné mon nom. Et voilà. Avant d'arriver ici, on a travaillé entre nous une semaine. Les premiers jours ont été évidents. On s'est retrouvés à Toulon à faire une semaine d'italienne et d'allemande. Donc on répétait le texte seulement en la présence de Mathieu Dandreau, qui est l'assistant d'Ivo en France. Ça nous a donné le temps de se rencontrer et que chacun prenne sa place et qu'on apprenne à travailler ensemble. Ça a été immédiat. Nous quatre, ça a fonctionné tout de suite. Ce que je vois de mes camarades est absolument merveilleux. Entre Emmanuelle et Justine, il y a une chose comme ça de grande proximité qui s'est instaurée très très vite. J'adore voir ça. Le fait d'aborder Bergman, disons, d'une certaine manière, avec Ivo et ce sujet, et avec les interprètes que je découvre, ça crée voilà, beaucoup de remous. J'aime beaucoup de travailler dès le début, dès le premier jour, dans la maison, je crois. J'appelle toujours la maison où les acteurs doivent vivre pour des semaines et des semaines à venir. Alors j'aime beaucoup de travailler dans le décor fini et aussi avec la musique et les costumes prêts. C'est un petit peu une bêtise, je crois, de penser qu'on fait un petit peu
on joue un petit peu les personnages, on découvre un petit peu le texte. Non, il faut vivre jusqu'à le premier moment, toute la vie des personnages dans le cadre que Jan Verswijffeld a créé pour eux. On est arrivé donc le 11. Je n'avais jamais vu Ivo, Emmanuel non plus. On lui a serré la main, et puis la main de Yann qui est son scénographe et éclairagiste, et puis on s'est mis à travailler. C'est totalement la première fois que je travaillais avec lui, mais je m'étais quand même beaucoup renseignée avant parce que j'ai plusieurs amis qui ont fait des spectacles avec lui. Et donc j'avais entendu dire qu'effectivement il avait une façon de travailler extrêmement rapide. J'ai l'habitude des répétitions rapides, mais là c'est quand même très très rapide, et puis surtout sur des plages horaires très courtes. On ne travaille pas beaucoup d'heures, mais ça avance très bien. Son rythme, en fait, c'est le régencé, quoi, ça marche. La première répétition, je suis sortie lessivée comme jamais, alors qu'on a travaillé 3 heures. J'avais un tel désir de capillarité que j'écoutais avec tous les pores de ma peau. Et je vois que mes camarades font pareil. On est désireux de tout, d'absorber le plus possible, d'exploiter le plus fort possible ces quelques heures par jour qu'on a de travail avec Ivo Van Hove. Ça s'est développé pendant des années. Ce n'était pas une méthodologie très rationnelle. Pour moi, je me sens bien comme ça. Parce que le théâtre, immédiatement, est important. Ce n'est pas un travail à la table ou quelque chose comme ça. Je n'aime pas ça. Il travaille vite parce qu'en fait, il sait très bien ce qu'il veut. Il sait parfaitement ce qu'il veut. Donc, il est extrêmement précis dans sa direction. On n'est pas du tout dans le flou, on est dans des choses extrêmement précises, sur des points extrêmement précis. Moi, bien sûr, j'ai préparé des choses un an avant, hein, si je fais un spectacle comme ceci. Il faut être préparé très profondément, mais oublier son bagage. Le bagage de la préparation comme metteur en scène, il faut l'obliger et utiliser le bagage quand c'est nécessaire. C'est un metteur en scène qui, quand il choisit des acteurs, leur fait confiance. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas intrusif. Et parce qu'il a un univers fort, très structuré, il donne aux acteurs cette charpente dans laquelle les acteurs peuvent s'investir de façon très libre, au fond. Il aime les acteurs, il comprend les acteurs. Donc il dirige, c'est très clair, mais après chacun se débrouille. Je ne suis pas un metteur en scène qui dit non, non, il ne faut pas faire. Parfois oui, bien sûr, mais je suis ouvert parce que la surprise est fantastique dans le théâtre. Ça demande une grande autonomie et en même temps, ça préserve, je trouve, l'intimité de chacun. Donc on plonge dans un univers qui est le sien et qui en même temps est partageur. Ma méthode de mettre en scène, c'est que je prétends de ne pas savoir ce qui va passer après. C'est comme dans la vie. Et maintenant, je fais une interview, je sais que j'ai une répétition, mais je ne sais pas comment la répétition va passer. Et on oublie ça parfois quand on fait du théâtre. Bien sûr, le théâtre, à la fin, quand le spectacle est fini, c'est contrôlé, c'est organisé, mais je sais que pendant la répétition, on cherche ensemble pour trouver comment raconter cette histoire. Ce qui est très beau avec Bergman aussi, ça peut être comme ça avec d'autres auteurs, mais pas avec tous, c'est qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, on comprend, on commence peut-être seulement à comprendre ce qu'on joue. C'est tellement proche de la psychanalyse, en fait, cet auteur, ces textes, qu'on comprend des choses au bout d'1 mois, et c'est extraordinaire parce qu'on peut à nouveau franchir un vrai cap dans l'interprétation. Je ne suis pas encore au bout de ce que je peux comprendre de ces textes-là, mais... Moi, je suis en train d'essayer de chercher mon chemin là-dedans. Je ne suis pas encore au bout de la recherche. Et je crois que ce qui me plaît vraiment, c'est que ça touche en soi des choses extrêmement profondes et que donc il y a, c'est presque, je pourrais dire, une aventure métaphysique et presque mystique en fait, que de jouer Bergman. Mais c'était finalement un auteur, un artiste assez mystique. Et je crois que si on ne s'engage pas profondément,
on ne touche pas à ce que lui-même a cherché toute sa vie. Ce qui m'a touchée pendant ces semaines de travail, ça a été de les voir, de voir mes camarades plonger comme ça, comme dans ce bouillon sans se poser la question. Plus les années passent, plus l'aventure humaine me semble aussi importante, si ce n'est plus que l'aventure artistique. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait un propos très politiquement correct, mais c'est vrai. Maman pouvait être effrayante et papa... Je sais tout ça. Dans l'enfance, on est en position d'infériorité et puis on continue par habitude parce que c'est plus facile. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Dans leur aveuglement, La solitude. les propres sœurs de ma mère ont nié l'ascendance divine de Dionysos. Je les ai donc frappées de folie. Après la fin des lettres, il n'y avait plus rien d'autre derrière quoi vous cacher. Vous devriez aller vous coucher.